Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints à l'occasion du lancement officiel de Grand Est Transformation Industrie, appelé plus communément le JET Industrie. Je m'appelle Olivier Piat, je vais vous accompagner tout au long de cette soirée. Vous allez voir, on aura une vaste séquence consacrée à la place de l'industrie dans notre région et à un certain nombre d'enjeux, bien sûr, des enjeux industriels, des enjeux de visibilité, d'innovation, de performance économique et environnementale. Et puis, dans la foulée, on aura une cérémonie de remise de prix et j'espère que vous resterez nombreux pour assister à cette cérémonie. Pour faire un point sur la stratégie déployée par la région Grand Est, j'invite sans plus attendre Jean Rotner à me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. Jean Rotner, président de la région Grand Est. Bonjour, vous allez bien? Vous étiez déjà présent sur cette scène tout à l'heure. Oui. Ah, on va vous... Ça va... Voilà, c'est bon. Oui. Oui, donc vous étiez déjà sur cette scène Oui. tout à l'heure. Oui, j'étais déjà sur cette scène tout à l'heure. Tout s'est bien pour passé. Pour le moment inaugural, et c'est un moment agréable. Bon, alors on va essayer que ce moment reste aussi intéressant. Notre région, Jean Rotner, vous le savez, se positionne comme la 3e région industrielle de France en termes de PIB et d'emploi, après Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Et elle se distingue par un certain nombre de secteurs phares, comme l'automobile, l'agroalimentaire, l'énergie, la métallurgie ou encore la santé. Quels sont, à vos yeux, Jean Rotner, les principaux atouts de notre tissu industriel? Mais ils sont en face de moi. C'est toutes celles et tous ceux qui composent l'industrie, l'économie, la recherche, les start-up, les chambres consulaires, quelles qu'elles soient, l'ensemble des acteurs de l'économie. Je rappelle, je suis le politique de service là aujourd'hui. C'est pas le politique qui fait l'économie, c'est l'économie, le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le start-upper, les agences d'innovation qui les accompagnent. C'est eux qui effectivement sont à la base d'une dynamique. Et si nous nous retrouvons, alors il y a les classements, on peut faire dire tout ce que l'on veut au classement, on en a l'habitude, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce salon, mais d'autres salons, dans d'autres domaines, dans d'autres filières, eh bien, sont nés encore récemment parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a un partenariat, parce qu'il y a une capacité de travailler ensemble qui se distingue là peut-être, c'est vrai, des autres régions. On a été durement frappé, j'y ai fait référence tout à l'heure, par la crise sanitaire, surtout ici dans cette ville ou à Colmar, et ça a été un facteur de déclenchement assez sain finalement, puisque le premier malade rentré en réanimation à Mulhouse le 2 mars, le 12 mars, avec beaucoup d'entre vous, nous étions en réunion pour se dire le monde va changer, il va se transformer. Il y a certes la crise sanitaire et nous devons inventer là aussi quel va être le monde de demain. Et comme politique, le deal que j'offrais aux acteurs économiques, aux corps intermédiaires, c'est de dire voilà, on va être dans un moment de difficulté, réfléchissons ensemble pour savoir ce qu'il faut faire immédiatement pour sauver notre économie, ce qu'il va falloir faire d'ici la fin de l'année, on était en 2020, et ce qu'il va falloir faire sur le long terme. Et ça a donné bien ce rassemblement de 800 à 1000 personnes qui, pendant le confinement, se sont retrouvées et nous ont dit voilà ce que vous pouvez supprimer, c'est pas important, c'est superficiel, on y reviendra après, et voilà ce qu'il faut absolument conserver. Voilà comment on peut sauver des entreprises là tout de suite, voilà comment on peut faire du shortcut. On était en période de crise, donc là aussi la réglementation, même si elle était toujours présente, permettait d'accélérer un certain nombre d'éléments prospectifs. Et on a mis en place ce qu'on appelle le Business Act Grand Est, le premier plan de relance, et le seul en France d'ailleurs, entre une région et l'État. Nous avons mené ça avec l'État, et ça a été peut-être un déclencheur, parce que depuis, nous travaillons de manière extrêmement proche avec les services de l'État, avec les préfets, avec la préfète de région. Et je pense qu'on y gagne quelque chose. C'est peut-être une vision inversée de la décentralisation, où on se plaint toujours que l'État central n'amène rien au territoire. Là, on est dans le schéma différent, c'est-à-dire que nous avons décidé dans les territoires de nous prendre en charge et de dire à l'État, voilà ce que nous faisons, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Si c'est go, eh bien on y va. On fonce, on a apporté des nouvelles solutions, on a créé une dynamique, et derrière, il y a le Business Act Grand Est numéro 2 qui a été signé l'an dernier, juste avant Noël.
On est 1 an plus tard. Tout à l'heure, on va mettre en place ce qu'on appelle les grands tests de transformation. On va en parler justement. Vous allez peut-être en parler. On va en parler déjà tous les deux. Et Et puis voilà, l'histoire, c'est une histoire commune qui fait peut-être la force de notre territoire aujourd'hui, qui fait peut-être aussi sa réputation et sa capacité de faire sur un territoire qui a connu plutôt une vision de résistance industrielle, en se disant c'est la lutte syndicale qui nous fera gagner, contrairement à d'autres pays qui se sont dit c'est la résilience qui nous fera gagner. Nous, on est devenus maintenant résilients, ce qui fait que sur certains beaux terrains et de très belles emprises à vocation industrielle, aujourd'hui, on a 8 candidatures. Ça montre le succès, là aussi, d'un territoire qui se réinvente un avenir industriel. Si je vous entends bien, Jean Rotner, l'épidémie de Covid, notamment cette épidémie de Covid, ça ne freine pas vos ambitions aujourd'hui? Ça ne freine pas une dynamique. Et au contraire, ça a créé, ça a rapproché les uns et les autres. Tel point que j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit ton truc là que tu nous as fait faire, eh bien, ça m'a fait aimer l'inspecteur du travail que j'avais en face de moi dans le groupe de travail. Ça montre que les gens sont sortis de leur cadre, ont échangé entre eux, ont compris la problématique l'un de l'autre, ont fait un pas. Après, il y a un danger, c'est que très vite on reprend les habitudes du passé. Et c'est là où, de manière régulière, eh bien, il faut en mettre une petite dose en disant souvenez-vous, on a été capable d'eux. Eh bien, il faut continuer sur la même dynamique. Jean Rotner, pour nos amis, il faudrait peut-être expliquer le lien qui existe entre finalement ce jet industrie qu'on va découvrir dans quelques minutes en compagnie notamment de Boris Ravignon, et puis les initiatives portées par France 2030 et notamment concrétisées il y a peu de temps par cette nouvelle filière Solutions Industrie du futur. C'est quoi le lien entre les deux? Mais il y a 2 ans, le monde n'était pas du tout le même. Il n'y avait pas de crise géopolitique, il n'y avait pas de crise énergétique. Aujourd'hui, on sait qu'un objectif, c'est la sobriété, le développement des ENR. Je salue le directeur régional de l'ADEME qui est parmi nous. Nous sommes une région où on est à 28,4% d'ENR, là où la France est à 19%. Ça veut dire qu'il y a un effort tout à fait particulier, singulier, une collaboration entre l'État, la région, là aussi les industriels, les agriculteurs, les communes, pour créer ces énergies renouvelables. Donc, ça fait longtemps qu'on est parti. Et il y a des choses qui ont changé, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la précipitation, mais on est dans la nécessité de nous adapter une nouvelle fois de manière extrêmement rapide à un monde qui se transforme. Et il y a une économie qui est celui, effectivement, de la sobriété, du coût de l'énergie, et tous les acquis de ce passé viennent non pas s'additionner, mais se multiplier pour être plus puissants. Et là où on a réussi quelque chose, je crois, d'intéressant, c'est dans le deuxième acte de ce plan de relance, c'est de dire maintenant quelles sont les 3-4 priorités majeures. On n'a rien d'inventé extraordinaire, on a entendu. En France, on a un coq rouge, on a un coq bleu, certains le portent, on a un coq blanc et on a un coq vert. C'est finalement les initiatives qui viennent de l'État, de la BPI, autour du numérique, autour de l'industrie, le bleu, autour de la santé, le blanc, et autour du développement durable et du green, le vert. Et c'est devenu pour nous les 4 matrices majeures d'une transformation régionale. Cette transformation, elle est très simple. C'est pas de dire venez à la région, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous aurez peut-être droit à quelques subsides. C'est au contraire de dire à la région, de dire à Grand Innov Plus, de dire à nos agences de développement économique, à nos chambres consulaires, on va faire l'inverse. On va aller vers les entreprises. Et on va essayer d'être dans une forme d'académie virtuelle de la transformation, de la transition, et de dire à chaque entrepreneur de quoi as-tu besoin. On va finalement faire ton bilan, ton diagnostic. On va t'offrir un parcours de transformation. Tu choisis. Tu peux faire dans les 4 domaines, tu peux faire dans un domaine, tu peux faire dans 2 domaines. Et on va t'accompagner. C'est-à-dire que les forces vives du territoire, d'autres entrepreneurs, les conseillers du commerce extérieur, on réunit tous ceux qui peuvent jouer sur l'écosystème et le booster. Et tout à l'heure, on lance notre 4e et dernier jet, celui de l'industrie. On a lancé celui de la santé, celui du développement durable, celui du numérique, et qui est cette dynamique nouvelle d'aller vers les entreprises et de leur offrir ce cheminement un peu forcé, contraint, cette transition obligatoire si nous voulons être ambitieux, performants, agiles, compétitifs et créer un écosystème
bien d'entrepreneurs qui se connaissent, qui échangent. Souvent, la solution, elle est à 50 ou 150 km de chez soi et elle n'est pas de l'autre côté de l'Europe ou de l'autre côté du monde. Et ça, parfois, quand on a, comme on dit, la tête dans le bouclard, eh bien, on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Bien se faire aider, ça permet justement d'avoir des politiques de relocalisation, des politiques de recherche, des politiques en rupture avec le passé qui nous rend plus performants. Merci beaucoup, Jean Rotner. On peut vous applaudir. On vous retrouvera tout à l'heure pour la cérémonie de remise des prix. Eh bien, on va parler, on va rentrer dans le concret en compagnie de Boris Ravignon et Jean-Claude Reverdel. Merci de les applaudir tous les deux. Boris Ravignon, vice-président de la région Grand Est, et Jean-Claude Reverdel, président du Jet Industrie. Venez vous asseoir à mes côtés, messieurs. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Boris Ravignon. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région en charge de l'économie, des fonds européens et de la commande publique. Comment vous comptez aider désormais les industriels dans cette vaste opération de transformation? Alors, il y a plusieurs mots qui sont importants dans ce qui Oui. a été prononcé justement par le président Rotner à l'instant et que vous reprenez, c'est parcours de transformation. Dans l'idée de parcours, il y a effectivement pour nous, la région Grand Est, un changement complet d'approche. Aujourd'hui, et je crois que c'est un travail qu'on fait bien, mais quand une entreprise a un projet, elle vient trouver à sa maison de région ou au travers de son agence de développement économique quelqu'un pour le solliciter et dire voilà, j'ai un projet d'investissement, de recherche et développement et je voudrais qu'on puisse m'aider. Et donc on instruit derrière ce dossier finalement dans une logique qui est longtemps encore restée une logique de guichet. Là aujourd'hui, et c'est ce qu'expliquait Jean Rotner à l'instant, on veut partir avec les entreprises d'un diagnostic partagé. Et on y met les moyens, puisque les diagnostics 360, au départ, ils sont totalement pris en charge par la région. C'est ce qui est affiché sur C'est cette ce qu'on voit ici, effectivement. Et donc, on va vraiment, et on a vraiment envie d'engager avec les entreprises une forme de partenariat, parce que cet accompagnement, c'est une relation durable. Donc, on va la fonder et l'établir sur un constat qui sera justement sur les différents axes de cet axe d'analyse du diagnostic 360. Et puis ensuite, eh bien, dans la discussion avec le chef d'entreprise, on s'orientera, et ça va être, on va détailler un petit peu tout à l'heure les modules transformants sur lesquels on a déjà travaillé dans ce grand test transformation. On va les découvrir d'ailleurs tout de suite si en régie régie on peut nous les projeter, ces fameux sept donc on voyait, modules transformants. après le diagnostic, on voyait l'étape donc des modules transformants. Et donc, on en a aujourd'hui d'ores et déjà défini 7. C'est effectivement la slide suivante. Si on y passe, on va les voir. En régie, si on pouvait nous envoyer. Voilà, ça devrait arriver. Normalement. Alors, si ça vient. C'est pas grave, on va la voir défiler juste après. C'est pas non plus, effectivement, c'est pas non plus absolument déterminant, parce que là, ce qu'on voit déjà, c'est que on a l'idée d'une démarche dans le temps, une démarche d'accompagnement durable, puisque l'objet de la région, c'est effectivement de permettre aux entreprises de diagnostiquer sur les différents sujets leurs points forts, leurs points faibles, d'identifier ensuite les modules transformants dont ils ont besoin, et on va retrouver, sans grande surprise, on est ici sur le salon BIEST 4.0, les questions de fabrication additive, d'excellence opérationnelle, on va retrouver des questions de, on les a ici détaillées, la robotique, les automatismes, la digitalisation des processus industriels, l'ingénierie des matériaux, les modalités effectivement de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et puis là-bas, on est sur l'intégration de matériaux biosourcés. Sur chacun de ces modules transformants, ça ne correspond pas aux besoins de chaque entreprise. Et ça, c'est ce qui est finalement sur étagère aujourd'hui, et qui va permettre, après le diagnostic, d'aller encore un petit peu plus loin dans le fait d'affiner un plan d'action avec l'entreprise. Et naturellement, la région, et c'est le point fort, je crois, de cette union avec les services de l'État, avec BPI France en région Grand Est, c'est qu'ensuite, on est aussi aux côtés de l'entreprise pour financer et soutenir les investissements. Boris Ravignon, en deux mots pour nos amis qui n'auraient pas encore tout à fait saisi, c'est quoi un jet, tout simplement? Comment vous le définissez? Alors, on va peut-être partir de ce que ça n'est pas, parce que parfois c'est plus simple comme ça. C'est pas un bidule administratif supplémentaire. D'accord. C'est pas une usine à gaz. Ça peut être rassurant, c'est pas une usine à gaz. Non, c'est un agrégateur
de solutions. C'est vraiment, je crois, un accélérateur de solutions. Je pense que c'est probablement la meilleure façon de présenter la chose, la plus condensée. Il s'agit effectivement, dans chaque domaine, et on a bien vu donc les grands domaines que rappelait Jean Rotner, le numérique, l'écologie, l'industrie 4.0, qu'on a nous rebaptisé 5.0 parce que on tient à l'humain et c'est cette dimension humaine qu'on a rajouté à l'industrie 4.0 et puis la santé. Sur ces 4 grands domaines, on a besoin effectivement d'un lieu où se concentrent les solutions à disposition justement des entrepreneurs qui s'engagent. L'idée, c'est d'embarquer l'ensemble des offreurs de solutions. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est d'embarquer l'ensemble des offreurs de solutions. Alors, le référencement, on le fait d'abord et avant tout avec les offreurs de solutions de la région Grand Est. Mais on est dans une vision qui est une vision large et de coopération aussi, y compris régionale. Et donc, l'idée, c'est d'offrir toutes les solutions pertinentes aux industriels et aux entreprises plus généralement qui s'engagent dans les parcours de transformation, quel que soit celui qu'elles choisissent. Et si c'est celui de l'industrie, eh bien aujourd'hui, on est d'ores et déjà capable effectivement de leur offrir cet accompagnement qui est ici présenté. Boris Ravignon, est-ce qu'on peut dire qu'un JET, c'est un accélérateur d'innovation, de recherche, de talent? Alors c'est effectivement, d'ailleurs il y avait même je crois une slide sur le sujet qui réexpliquait quelles étaient les différentes missions du JET. Oui, c'est agréger et présenter donc les différentes solutions, agréger les solutions techniques, technologiques qui sont proposées, accompagner, c'est vraiment l'essence de ce métier. C'est pour ça, je profite pour le dire, parce qu'il y a ici un certain nombre de chefs d'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de gens qui appartiennent à cet écosystème d'accompagnement, des agences de développement, des chambres consulaires. On a absolument besoin de tout le monde pour que vous sensibilisiez les entreprises à la nécessité de s'engager dans ces démarches. Il faut effectivement commencer, il y a des étapes un peu incontournables, le diagnostic c'est quand même vraiment quelque chose de nécessaire et d'indispensable. Et donc, c'est comme ça qu'on va alimenter progressivement les transformations. Je termine les 2 dernières missions parce qu'elles ne sont pas du tout négligeables. L'anticipation sur les compétences. On vit aujourd'hui une crise effectivement dans un certain nombre de domaines où on a du mal, même si les services de la région sur la partie formation peuvent répondre. Et là encore, on peut lancer un appel. On est aussi là pour répondre aux besoins et aux difficultés de recrutement dans des domaines très précis. Mais je crois que dans les JET, une des missions, ce sera vraiment d'essayer d'anticiper pour que la formation et l'outil de formation, qui est parfois long s'agissant de formation technique avec des contenus denses, eh bien, puisse s'adapter et se préparer et anticiper. Puis le dernier sujet, c'est de faire rayonner. On est, je crois que tout à l'heure, et le président Rotner le disait, je crois qu'on peut être fier de ce qu'est l'industrie aujourd'hui dans le Grand Est, de la façon dont on la défend, de la façon dont on se bat pour qu'elle s'adapte, qu'elle se modernise. Et ben, les JET contribueront aussi en mettant en avant justement ces réussites de transformation dans les différents domaines, mettront en avant, eh bien, je crois, l'excellence industrielle de notre territoire. Jean-Claude Reverdel, vous êtes le directeur général France de Sioux Usocom. C'est une entreprise avec un certain nombre d'usines ici dans la région. Combien d'usines? Alors, nous avons 3 usines dans la région et nous employons un peu plus de 2100 salariés actuellement. Votre secteur d'activité en 2 mots? Alors nous sommes fabricants de systèmes d'entraînement et de solutions d'automatisme. Pour faire plus simple, nous fabriquons des moteurs réducteurs, des variateurs de fréquence pour tous les domaines. Je dirais, on transforme finalement l'énergie électrique en mouvement. Alors aujourd'hui, vous présidez le JET Industrie. C'est quoi les grands enjeux que vous identifiez pour les industriels de notre région? Alors, je dirais le premier, c'est la nécessité de se transformer face au nouveau paradigme, en particulier peut-être pour les PME. Comme vous le savez, le tissu industriel français et régional est constitué essentiellement de PME. Et contrairement aux ETI, aux grands groupes qui ont les ressources nécessaires pour mettre en place cette transformation et cette nouvelle technologie, il faut accompagner les PME qui, elles, n'ont pas forcément, je dirais, toutes ces capacités. Le deuxième, bien sûr, c'est l'industrie 5.0, la mise en œuvre de l'industrie 5.0 pour que les industries restent compétitives dans un milieu fortement concurrentiel. Et donc là, c'est de l'investissement. Boris Ravignon l'a dit, la formation, parce qu'avec ces nouvelles technologies, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent et donc il faut être formé. Et puis après, au niveau régional, il faut que la région, je dirais, rayonne au niveau national et international pour faire briller les industries régionales. Alors vous avez identifié d'ores et déjà un certain nombre de secteurs d'activité particulièrement stratégiques. D'ailleurs, vous les appelez comme ça, des domaines d'activité stratégiques. Je crois qu'il y en a 4.
Effectivement, il y en a 4 que nous avons identifiés. On les voit apparaître. Hein, Ils sont là, tout à fait. Alors, je dirais que avec un historique industriel fortement orienté vers la métallurgie et la mécanique, la région Grand Est possède un grand nombre de sociétés fabricants de machines qui d'ailleurs exportent au niveau mondial. Ces équipements à fort degré technologique sont des éléments bien sûr importants pour faire rayonner, je dirais, la région. Et donc le premier DAS que nous avons identifié, c'est la machine 5.0, avec concernant le renouvellement du parc industriel de la région Grand Est. Et là, nous avons 2 ambitions. La première ambition, effectivement, c'est de diviser par 2 l'âge moyen des équipements industriels de la région. Inciter les industriels à renouveler leur parc, hein, c'est ça. Exactement. Et notre souhait, c'est que les fabricants régionaux puissent proposer ces solutions via une prime à la transformation industrielle. C'est important. Et la deuxième ambition, c'est que ces 900 fabricants, offreurs de solutions, puissent être propulsés vers le 5.0 et amènent ces technologies dans les nouveaux investissements, ce renouvellement du parc au niveau régional. D'accord. Alors on le voit, hein, ça sera lancé officiellement, ça va démarrer en février 2023. Ça va plus tard, oui, tout à fait. Premier voilà. trimestre 2023. Le deuxième domaine d'activité stratégique dont on voit qu'il est clairement identifié, c'est la fabrication additive. Oui, alors le deuxième, c'est la fabrication additive. C'est un domaine, bien sûr, très important où la région excelle dans ce domaine d'activité. Nous avons on va dire des champions régionaux qui exportent dans des domaines comme l'industrie automobile, le médical, l'aéronautique et bien sûr la construction. Vous misez beaucoup sur ce secteur pour avoir des champions qui se positionnent sur le marché international, c'est ça? Exactement. Nous bénéficions, comme j'ai dit, de champions régionaux et on veut les accompagner pour qu'ils se développent encore plus à l'international. Pour les non-initiés, juste 2 mots, la fabrication additive, c'est quoi? La fabrication additive, c'est, je dirais, un moyen de fabriquer des pièces, en fait, par ajout de matière. C'est un peu particulier, par ajout de matière. Et on part d'un objet, finalement, pour réaliser un objet physique à partir d'un objet numérique. Les différentes technologies pour fabriquer ces pièces sont la fusion ou la polymérisation. Et on utilise principalement des matériaux comme le métal ou les polymères et les couches que l'on applique pour réaliser cet objet. Alors on l'a vu, 2 DAS qui vont être opérationnels tout début de l'année prochaine. Les 2 autres qu'on voit, c'est pour un peu plus tard? Alors oui, on a dit donc que les 2 premiers DAS, Machine 5.0 et puis fabrication additive, seront lancés donc au premier trimestre 2023. Et on a identifié 2 autres. Le premier, ce sont les matériaux, avec les matériaux intelligents, les matériaux biosourcés, etc. Et le deuxième, c'est les organisations agiles. Ça veut dire quoi, organisation agile? Organisation agile, ça veut dire qu'on veut, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure... Approchez bien le micro. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de cette transformation. Il faut que ces organisations agiles puissent, je dirais, amener le changement dans l'industrie, dans les différentes entreprises, pour être plus réactif, être agile, pour être plus flexible et aussi faciliter le cycle d'innovation. Merci beaucoup Jean-Claude Reverdel. Juste une dernière question, Boris Ravignon. Est-ce que vous avez prévu des ponts, des liens entre ces différentes jets? On a parlé du jet industrie, c'est aujourd'hui, mais le jet numérique, le jet environnement... Alors, on avait gardé le meilleur pour la fin. On lance aujourd'hui le jet industrie et on avait déjà lancé effectivement le jet numérique et le jet écologie. Il y a naturellement des sujets qui sont tout à fait transversaux. On pense par exemple aux techniques de virtualisation, tout ce qui permet effectivement de la conception assistée par ordinateur, les jumeaux virtuels, enfin toutes ces technologies-là, elles sont présentes dans les différentes transformations. Et donc on a, oui bien sûr, ces ponts, on va les travailler. Et on a même voulu qu'ailleurs, que ce soit finalement la même cheville ouvrière, à savoir Grand Innov, notre agence de développement et d'innovation. Le président est là, et Étienne Leroy, et puis le directeur là-bas est en train de courir. Donc voilà, et Sylvain Dorschner, eh bien, ce soit elle qui soit la cheville ouvrière justement de ces 3 jets.
justement pour que ces connexions entre les uns et les autres et ces ponts se fassent plus facilement et forcément que les liens se fassent aussi avec le monde académique, parce que sur tous ces sujets, on a vraiment besoin de s'adosser sur le meilleur de la recherche, et on a la chance d'avoir en région Grand Est des universités, des centres de recherche de niveau De premier exceptionnel. plan. Tout à fait. Très très bien. Merci à tous les deux. Je vais vous inviter à rejoindre. Voilà, on peut vous applaudir bien fort. Merci. On va enchaîner tout de suite. Allez, je vous propose de poursuivre cette découverte du jet industrie en invitant deux nouvelles personnalités à nous rejoindre sur scène. Il s'agit de Marc Troya et Stéphane Fontaine. Merci de les encourager. Messieurs. Stéphane Fontaine, juste à mes côtés, directeur de l'ENSAM, et Marc Troya, DG, directeur général de l'entreprise Huron. L'entreprise Huron, c'est un fabricant de machines-outils implanté en banlieue de Strasbourg, qui appartient au groupe indien Joyty, c'est ça? Oui. Alors je sais que vous avez vraiment une très bonne connaissance du marché mondial de la machine. Vous êtes aussi très actif auprès d'un syndicat professionnel des constructeurs de machines qui s'appelle Evolis, c'est bien ça? Quels sont les chiffres clés de votre secteur d'activité et le positionnement de nos constructeurs français dans le concert international aujourd'hui? Donc, on va déjà se faire un petit peu plaisir, on va parler d'exportation. Allez-y, approchez bien le micro. 60% de la production de machines en France est exportée. Donc c'est déjà bien. Néanmoins, il y a un néanmoins qui est très clair, la production de machines françaises représente moins de 1,5% de la production mondiale. Deuxième gros aspect, on fabrique des machines, on en exploite, donc on en vend, on en exporte et on en importe. On en importe plus que ce qu'on en exporte, en quantité. On exporte des grosses machines, des machines très technologiques. On importe des machines moins technologiques, on garde les machines peu technologiques qu'on a fabriquées, et en fait on exploite des machines moins technologiques que celles qu'on donne au marché extérieur, donc quelque part à certains de nos clients ou de nos concurrents. Donc c'est une chose qui est assez extraordinaire. On fabrique des très belles machines avec des contenus technologiques forts qu'on exploite peu, qu'on distribue à l'étranger. Donc on a un cocorico, on exporte 60%, mais on exploite peu cette technologie puisqu'on l'exporte et on l'exploite peu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des attentes particulières des industriels vis-à-vis des fabricants de machines? Alors les industriels, les premiers industriels dont il faut qu'on parle, ce sont les clients des machines, c'est-à-dire ceux qui produisent. Ils ont des demandes simples. Les budgets ne sont pas extensibles, donc il faut des machines qui soient accessibles. Accessibles, vous parlez financièrement? Financièrement. D'accord. Après, il faut des machines qui soient le plus simple possible à exploiter. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une carence de compétences sur le marché. On a aussi non pas une carence de formation, mais une carence d'envie. Aujourd'hui, on a un travail à faire, et dans la région ici, et dans la totalité du territoire, de redonner envie aux jeunes générations de travailler dans l'industrie. Donc on a une problématique, c'est de trouver des opérateurs compétents au bon niveau. Donc on a un besoin technologique de faciliter la production avec les machines qu'on doit exploiter, tout simplement puisqu'on a une carence d'opérateurs compétents. On parle d'opérateurs, on ne parle pas forcément de concepteurs, d'ingénieurs, parce qu'on a une bonne production de gens de bon niveau en France. On manque d'opérateurs. On manque d'opérateurs qualifiés pour de la production. Aujourd'hui, les machines sont-elles suffisamment communicantes entre elles, communicantes avec le reste des systèmes de l'entreprise, et puis sont-elles vertueuses? Alors, on parle d'économie d'énergie. Voilà, alors, nos machines, malgré le fait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'électricité coûtait pas cher en France par rapport à d'autres pays, les machines ont été travaillées depuis assez longtemps sur les aspects d'économie d'énergie. Donc il y a sûrement des progrès à faire, mais c'est déjà des axes qui ont été développés, puisqu'on exporte 60% de ce qu'on fabrique et qu'on exporte vers des pays où l'énergie est chère depuis plus longtemps que chez nous. Donc on a déjà fait un bon travail sur cet aspect-là. Donc maintenant on pourrait en profiter si on exploitait les machines qu'on fabrique. Voilà. Donc une demande des constructeurs, effectivement, c'est un constructeur de machines a moins de problématiques pour trouver des personnels que les clients des constructeurs, c'est-à-dire les gens qui produisent avec les machines. Pourquoi? Puisqu'on utilise du personnel de plus qualifié pour fabriquer des machines que pour les exploiter. Quel intérêt vous voyez, en ce qui vous concerne, à appartenir à ce domaine d'activité stratégique machine 5.0? Alors, si on résume la machine 5.0 par rapport à la machine 4.0, le 4.0, les machines communiquaient entre elles. Et effectivement, aujourd'hui, on a des opérateurs devant les machines qui doivent interagir avec la machine ou avec des éléments de la machine.
On va dans le sens où un opérateur avec un niveau de qualification, dire moyen, a une intelligence qu'une machine ne va pas avoir. Ou alors on va mettre une machine qui va coûter extrêmement cher, qui va être extrêmement difficile à exploiter et encore plus difficile à dépanner. Donc l'interaction entre la machine et un opérateur, la machine communique avec une autre machine, ok. La machine communique avec l'opérateur de manière à ce qu'on puisse avoir la somme de l'intelligence de la machine et de l'opérateur. Une machine, c'est intelligent, un opérateur, ça peut être malin. Parce qu'une machine ne sera jamais. Vous attendez quoi de ce DAS, d'appartenir à cette communauté? Alors, c'est tout simple. On produit 1,5% des machines du monde. Donc nos concurrents produisent 88,5% des machines du monde. On leur fournit nos meilleures machines. Quelque part, si on veut rester un producteur et donc vendeur non pas de machines mais de production, il va falloir connaître des machines de bon niveau. La seule solution, c'est pas d'aller chercher cette technologie chez nos clients, puisque ce sont aussi nos concurrents. C'est de la trouver entre nous, donc de la développer entre nous, que ce soit sur le territoire national ou sur la région ici. Stéphane Fontaine, vous êtes le directeur d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAM. Le Business Stack a mis en évidence un certain nombre de difficultés des entreprises industrielles, et notamment une difficulté, celle de recruter, de trouver des compétences finalement en adéquation avec les nouveaux métiers émergents. De quelle manière votre école et les écoles de manière plus globale, les centres de formation, les universités, sont en mesure aujourd'hui de répondre aux attentes des industriels et notamment des fabricants de machines-outils? Alors, sur la question des manques de compétences, elle est réelle aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène particulièrement lié au Grand Est. Hein. C'est quelque chose que l'on voit sur tout le territoire national. Et tout secteur d'activité d'ailleurs. Et tout secteur d'activité. Et en ce qui concerne l'industrie, c'est aussi des besoins. Il y a des besoins qui ne sont pas pourvus sur des métiers actuels, parce qu'il faut bien continuer à produire. Et donc les métiers traditionnels, je dirais, de l'industrie ont aussi un problème de recrutement. Et effectivement, les métiers émergents, ceux qui vont faire les transitions, ceux-là, c'est aussi compliqué. Donc comment nous, académiques, on essaye d'y répondre. Ouais, vous connaissez bien les besoins des industriels? Alors, nous, ce qu'on a fait au travers de projets collaboratifs importants, c'est qu'on a fait des analyses de ces besoins. On a aussi beaucoup de contacts, chacun des partenaires académiques de la région Grand Est avec des entreprises, et tous on arrive au constat qu'effectivement il y a des besoins forts. Donc si on parle de métiers émergents, dans la maîtrise de compétences du numérique et du digital autour des métiers de l'industrie, de la maîtrise de l'usage d'outils de l'intelligence artificielle et de la capacité à les mettre en œuvre dans une entreprise. Donc, par exemple, si vous voulez faire comme chez ThyssenKrupp Presta, par exemple, mettre en place des systèmes de réalité augmentée dans les chaînes de production, on ne vient pas juste avec des lunettes en disant à l'agent tiens, tu mets les lunettes et puis tu te débrouille-toi. On ne fait pas ça, parce que Heureusement. En général, ça ne se passe pas bien. Donc, il y a toute une capacité d'abstraction à avoir pour pouvoir le mettre en place et modifier l'organisation du travail. Travailler avec les gens qui ont des appréhensions de porter ces outils-là, et enfin aussi savoir les programmer, savoir les mettre en place pour qu'il y ait un vrai retour sur investissement. Donc on a aussi pas mal de demandes en fabrication additive, je vous le confirme. On a aussi pas mal de demandes en conception-exploitation de machines spéciales. Donc ça, c'est des choses auxquelles on répond aussi. Et on a aussi de plus en plus de demandes sur la question des partages de données, notamment avec la capacité d'intégrer des systèmes IoT et des systèmes de MES dans les entreprises. Donc on le voit au travers des demandes des entreprises qui viennent chercher de la formation continue chez nous notamment. Et il y a une demande qui est en émergence de plus en plus aussi, c'est la deuxième transition. Je dirais que le numérique, la transition... elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, mais en tout cas, elle est dans les esprits. D'accord. Elle est dans les esprits. Les gens ne se posent plus la question est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller. Il y a la question de la transition concernant la maîtrise de l'impact environnemental des entreprises et de l'industrie. Et ça, c'est des choses aussi que nous, académiques, on doit intégrer fortement dans les formations, non pas en enlevant des cours technologiques pour les remplacer par ces cours-là, Oui. parce qu'il faudra toujours des gens qui accompagnent les transitions et qui mettent en œuvre.
Et il leur faudra ces compétences technologiques. Je ne sais pas si vous avez vu, Stéphane Fontaine, plus de 90 millions de salariés, hein, c'est une étude McKinsey, plus de 90 millions de salariés européens devront acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de leurs fonctions actuelles, et en particulier des compétences technologiques, concepteurs en fabrication additive, concepteurs de jumeaux numériques, techniciens en maintenance 4.0, data scientist industriel. Est-ce que les méthodes que vous utilisez aujourd'hui sont encore adaptées à ces nouveaux métiers? Est-ce qu'il va falloir revoir votre façon de former les jeunes? Alors on est en permanente mutation dans nos pratiques pédagogiques, hein. C'est quelque chose, Oui. dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui est permanent. Donc je pense que sur la question des modes de formation, l'une des solutions, c'est d'aller de plus en plus vers la formation par projet, en gardant quand même un socle de compétences académiques, parce qu'il faut quand même apprendre quand même les bases pour pouvoir les appliquer en projet. Et c'est comme ça que nous répondons, donc sur des projets avec des entreprises qui viennent nous proposer des sujets sur lesquels nous mettons des étudiants, y compris des étudiants du lycée, parce qu'il faut que ces étudiants du lycée rencontrent le supérieur et rencontrent les entreprises pour être attirés par le monde de l'industrie. Et il y a aussi donc toute une partie qui est liée donc toujours à la formation professionnelle aussi qui doit se développer. Juste en 2 mots, Stéphane Fontaine, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez du jet industrie? Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se retrouver sur un large parterre de partenaires académiques, industriels, et qu'on puisse ensemble travailler sur les compétences que l'on veut développer ensemble. Donc pour les jeunes qui vont venir intégrer ces entreprises, mais aussi pour les salariés en exercice. Ça me semble être voilà. Et donc ces compétences-là, il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les hiérarchise, il faut qu'on ait une vraie feuille de route. Et c'est ça que j'attends d'un jet. Très très bien. Merci beaucoup messieurs, je vous invite à rejoindre vos places. Voilà, on peut les applaudir. Allez, on enchaîne. On a parlé des machines-outils. Et ben, on va vous parler de la fabrication additive, je vous l'avais promis. 4 personnes pour en parler. Didier Boisselier, Alain Skiba, Claude Barlier, Bruno Flan. Voilà, messieurs, on peut vous applaudir. Et vous allez vous installer. Vous avez tous des micros. Allez, je vais vous présenter très rapidement. Vous ferez un petit signe de la main pour que l'on puisse clairement vous identifier. Voilà. Ah. Bonjour, je suis Fabrice, je suis technicien fabrication additive. J'ai été embauché comme agent technique, après technicien d'atelier. J'ai été après responsable d'équipe pendant une douzaine d'années. Et puis en restructuration, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer cette formation de technicien de fabrication additive. Mon métier aujourd'hui, c'est la conception et la réalisation de différentes pièces sur différents process de fabrication additive. Ma mission première, c'est faire la conception des plans ou des steps, des numérisations déjà à réaliser, de les transformer en fait en fichier STL pour pouvoir le passer dans un logiciel qu'on appelle le slicer, qui va saucissonner la pièce et pouvoir après la reconstituer couche par couche. On n'imprime que les parties de pièces que l'on a besoin. À l'inverse de l'usinage où on fait des copeaux et on enlève la matière, ici on ne met de la matière que là où on en a besoin. Ça, c'est la fabrication additive. Mon métier a une partie commerciale parce que quand je reçois des demandes de conception et de fabrication de pièces, je dois réaliser un devis. Après acceptation de ce devis, qui passe en commande, je peux planifier et ordonnancer mes affaires sur mon planning. On fait un petit peu de recherche et de développement, effectivement, pour essayer de servir au mieux nos clients. Ici, on a plusieurs petites éprouvettes sur lesquelles je travaille pour avoir différents matériaux à notre disposition. Ah, ça s'arrêtera là apparemment. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut nous éclairer la scène en régie, s'il vous plaît, voilà, qu'on puisse découvrir nos intervenants. Allez, si on pouvait nous mettre un peu de lumière, ça serait bien pour qu'on puisse les identifier. Un petit signe de la main, Didier Boisselier, membre de France Additive, Claude Barlier, inventeur de la stratoconception, Bruno Flan, directeur de Platinium 3D, Alain Skiba, fondateur de l'entreprise Alchimie. On va commencer avec vous, Didier Boisselier. Peut-être une réaction à cette vidéo, à ce technicien qui parlait de son métier finalement? Pardon, excuse-moi, on n'entend pas bien. Ah, vous entendez pas bien. Ouais. Je disais, peut-être aviez-vous envie de réagir à chaud à cette vidéo que vous venez de voir là, en 2 mots?
ce technicien qui parlait de la conception additive, de la fabrication additive. Écoutez, je pense que c'est un bon résumé, effectivement, de la fabrication additive aujourd'hui, donc bien présenté. Quels sont les chiffres clés de la fabrication additive à l'échelle nationale, monsieur? Approchez bien le micro surtout. Hein. Oui, d'accord, ok. Oui. Donc, j'ai quelques chiffres, justement, au niveau de la fabrication additive, au niveau national. Un marché, alors par marché, je vais entendre tout ce qui est vente de machines, vente de matières, vente également de services et de logiciels. Un marché qui était estimé à peu près à 500 millions d'euros il y a quelques années, avant le Covid, qui est remonté à peu près en 2021 à 500 millions d'euros et qui, depuis donc 2022, est estimé à peu près à 600 millions d'euros, donc une augmentation de 20%. Et en fait, on attend une augmentation de 20% comme ça pour les prochaines années, pour atteindre à peu près 1,5 milliard d'euros d'ici quelques années, d'ici 5 ans. Aujourd'hui, en 2 mots, comment elles se situent, nos entreprises et nos technologies, sur le plan international? On est bien placé, on n'a pas à rougir au niveau français parce qu'on a vraiment des champions, on a vraiment des fleurons de la technologie et qui couvrent à peu près toutes les technologies, que ce soit en fusion de l'acier, fusion sur lit de poudre ou fusion technologie DED par exemple, avec une société qui s'appelle Adup et également une société BIM qui a été créée dans le Grand Est, chez nous à Lire-et-Palazère à Strasbourg. Mais on trouve également des sociétés dans le domaine du polymère, comme Prodways, comme la société alchimique, qu'on verra tout à l'heure, ou même en stratoconception, également dans le Grand Est. Mais on trouve également des offreurs de solutions dans le domaine de la céramique, 3D Céram, dans le domaine du béton, Xtrui. Donc on a vraiment des champions en France. Et en plus, on a, si je peux me permettre... Mais je vous en prie rapidement. Un deuxième point aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir des gros donneurs d'ordre en France. Et ces gros donneurs d'ordre, justement, ont tendance à tirer le développement et pousser les innovations. Et c'est ce qu'on peut remarquer dans le domaine de l'aéronautique, du spatial, du nucléaire, de la mode, du luxe et également du médical. Par contre, forcément, il y a un chemin encore qui est très long pour rendre accessibles ces technologies aux PME. Et je crois que c'est un peu le but du JET. Claude Barlier, vous êtes l'inventeur de la stratoconception et à l'origine de la naissance du centre technique CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges. En matière de fabrication additive, quelles sont pour vous les forces en présence dans notre région Grand Est, ou dit autrement, quels sont nos atouts et éventuellement nos faiblesses? Oui, merci. Approchez bien le micro. Non, il faut vraiment coller le micro au menton. Oui, tout à fait. Oui, je pense que l'important, c'est que la région Grand Est, c'est d'abord un berceau, en fait, historique de la fabrication additive. Berceau dans le monde, 2 procédés sur 7 sont nés en Grand Est. Ça, c'est vraiment important. Et le Grand Est, c'est petit à petit structuré autour d'une véritable filière. Une véritable filière qui part de la recherche et développement. On a des fabricants en Grand Est, on va l'évoquer tout à l'heure. On a des utilisateurs, on a des sociétés de services, donc la filière est importante. Maintenant, quels sont les atouts? Ils sont liés effectivement à cette présence. Les atouts, ce sont ces procédés natifs. Ce sont aujourd'hui 5 procédés sur les 7 qui sont maintenant développés, industrialisés en Grand Est. Les faiblesses, c'est peut-être, par rapport à ce que disait Didier tout à l'heure, on n'a pas de grand groupe finalement qui va tirer, qui va appliquer avec une grande lisibilité comme on pourrait trouver dans d'autres régions de France. Comment vous expliquez, Claude Barlier, que la fabrication additive finalement ne soit pas plus répandue auprès des industriels? C'est quoi? C'est méconnaissance? C'est des prix trop élevés? Peut-être déjà, il y a au plan national, mais pas que, il y a une certaine information un peu grand public de l'impression 3D, je pense, qui, entre guillemets, pollue un petit peu cette fabrication additive. Il y a peut-être aussi souvent une opposition par rapport au procédé, alors que la fabrication additive est maintenant complètement implantée. Elle doit au contraire être complémentaire de la fabrication soustractive, de l'usinage. L'usinage qui est traditionnel a encore évidemment toute sa place à jouer et en complémentarité avec la fabrication additive, mais ce que je veux dire, c'est que la fabrication additive n'est plus à prouver, elle est maintenant complètement installée sur le plan industriel. D'accord, on a le savoir-faire, encore faut-il le faire savoir, si je vous écoute bien. Il faut le faire savoir et on ne le fait pas savoir, et quelque part... on a des progrès à faire. Tout ce qui est mis en place au niveau du Grand Est en ce moment va complètement dans ce sens, et
Je crois qu'on est quelques-uns à adhérer complètement à cette idée, cette façon de faire. Très bien. Bruno Flan, vous dirigez Platinium 3D à Charleville-Mézières. C'est une plateforme de démonstration et d'expérimentation des technologies de fabrication additive. Elle est accolée, cette plateforme, à l'école d'ingénieurs Esine et à un centre de formation de l'UIMM. Quel sera, selon vous, l'impact de la fabrication additive peut-être, dans les années à venir ? Donc, alors, la fabrication additive a vraiment un gros avantage, c'est qu'elle permet de toucher toutes les filières, donc l'aéronautique, l'automobile, le médical, le luxe, et également toutes, mais également aussi toutes les filières technologiques. Donc, je parle de la forge, la fonderie, l'usinage, la plasturgie. Et donc, on va avoir un impact dans le sens où, aujourd'hui, on commence à produire des petites et moyennes séries de pièces, mais également des pièces de grande dimension. Alors c'est déjà un petit peu le cas pour les pièces en polymère, mais ce qu'on va voir arriver maintenant, c'est les pièces métalliques qui vont être accessibles aux entreprises. Est-ce que vous considérez que la fabrication additive... Pardon, ce n'était pas la question que je voulais vous poser. Quel sera selon vous... Quels sont les nouveaux métiers que vous voyez émerger en matière de fabrication additive? Et est-ce que vous êtes prêt finalement à former demain un bataillon d'ingénieurs ou de techniciens à ces métiers? Donc on voit émerger donc des métiers comme technicien de fabrication additive et également des techniciens fabrication additive et conventionnelle, comme le disait Claude, puisque la fabrication additive est complémentaire avec le conventionnel. On va voir arriver des métiers de fab manager, modélisateur, intégrateur d'IoT. L'IoT a aussi son intérêt avec la fabrication additive. Bien entendu, des ingénieurs et des techniciens. Alors, très spécialisés en fabrication additive ou des ingénieurs et techniciens qui auront des compétences en fabrication additive spécifiquement. Qu'est-ce que vous attendez personnellement du Jet Industrie au fait? Alors, ce qu'on attend du Jet, aujourd'hui le constat c'est que les entreprises sont informées un minimum de la fabrication additive. Ce qu'on a besoin de faire, c'est les aider à dérisquer l'adoption de cette technologie. Donc c'est d'amener les compétences et les moyens pour les entreprises, leur permettre de passer le cap de l'industrie 5.0. Alain Skiba, on va terminer ce tour de table en votre compagnie. Vous êtes le fondateur de la société Alchimie, qui compte une trentaine de salariés et qui conçoit et fabrique des imprimantes 3D. Combien de machines vous avez fabriquées, installées, exploitées à ce jour? Alors, si on prend sur l'ensemble des gammes, où on part de très petites machines en finançant sur de très grandes, sur une période à peu près de 8 ans, puisqu'on fabrique des machines à peu près depuis 2012. Donc Alchimie a été créée en 2006. On doit avoir un total qui avoisine les 1000 machines au niveau mondial. Donc, et malheureusement, comme c'était dit tout à l'heure, on est moins prophète dans son pays qu'à l'extérieur. Donc on a une grande partie à l'étranger. Est-ce que vous considérez, monsieur, que la fabrication additive peut rendre finalement le monde industriel plus vertueux, plus économe en énergie et en matériaux, mais peut-être aussi plus flexible? Alors j'aurais tendance à répondre oui à peu près à tout ce que vous venez de dire. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, alors il y a différentes technologies dans la fabrication additive. Moi, je me concentre sur une technologie en particulier, dont l'objectif est principalement, et le choix a été fait, parce que c'est celle qui est la moins gourmande en énergie déployée afin de produire les pièces, et de la même manière, celle qui va générer le moins de déchets lors de la production de la pièce. Donc c'est vrai que c'est un outil de production qui est beaucoup plus vertueux dans le sens de la consommation. Évidemment, pour ce qui est de la flexibilité, la fabrication additive, elle est connue depuis le démarrage pour cette flexibilité. On l'a souvent nommé prototypage rapide parce que ça permettait d'élaborer des prototypes dans des délais très très courts. Aujourd'hui, on est sorti de ce paradigme uniquement de prototype, mais on est aussi dans des possibilités de production de pièces sur des petites et moyennes séries, où on arrive à réduire les temps, aussi bien dans la démarche complète. Après, il faut toujours prendre ça dans une globalité. Et c'est vrai qu'on oublie d'intégrer le fait que lorsqu'on déploie une chaîne de production, on a aussi tous les temps de mise en œuvre des équipements
fabrication des gabarits, calibrage des chaînes de production et ainsi de suite. Et là, encore une fois, la fabrication additive peut s'intégrer dès le démarrage parce qu'elle permet de faire les prototypes, les bons choix, permettre de faire les gabarits, permettre éventuellement de calibrer une chaîne de production avant même d'avoir les outils de soufflage, puisqu'on a eu des cas concrets dans ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est une démarche où ça fait vraiment gagner énormément de temps dans le schéma. Alain Skiba, aujourd'hui, de quelles compétences vous avez le plus besoin pour finalement continuer à grandir et à satisfaire vos clients? Quelles demandes vous auriez envie de faire à votre voisin, Bruno Flan? Alors, je pense que les compétences, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont soit en interne dans le groupe pour ce qui est du développement des machines. Évidemment, il nous faut des ingénieurs on va dire bien câblés. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Donc oui, on a besoin de ressources capables dans la partie créative et dans la partie compétences mécaniques, parce que les derniers développements sur lesquels on est aux limites et aux franges d'à peu près toutes les technos. Là, on a développé une machine qui fait 8 mètres cubes de zone d'impression. On utilise des axes linéaires, des systèmes qui sont très peu utilisés d'une façon générale. Et donc, oui, on est aux franges des technos, parce qu'on a besoin d'être très précis, avec des vitesses très grandes, avec des problèmes de frottement, d'usure et autres qu'il faut intégrer. Et c'est très différent d'autres process de fabrication. Mais ce qui va manquer le plus, c'est pas ce que j'ai besoin moi en interne, c'est ce que l'industrie a besoin en externe. Et je reviens sur des sujets qui ont été dits, et je pense très sincèrement, ce qui va manquer le plus, c'est des opérateurs ou ce qu'on a pu voir, c'est des techniciens en fabrication additive qui sont capables de concevoir des pièces pour qu'elles soient le plus adaptées pour être produites dans ce procédé-là. Comme n'importe quel procédé, la production d'une pièce, elle doit s'adapter à l'outil de production. Donc si l'outil de production, on le néglige quand on fait des moules ou quand on fait de l'injection plastique, on tient compte des effets de rétrain, des pièces qu'on va injecter. Lorsqu'on fait de la fabrication additive, on doit tenir compte des règles spécifiques dans la conception qui fait que la pièce sera facile à imprimer ou pas. Très bien. Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous inviter à rejoindre vos places. Et puis, on va conclure ce lancement officiel du Jet Industrie. Je vous en prie, messieurs. Avant de passer à la cérémonie de remise de prix, j'invite à nouveau Jean Rotner et Boris Ravignon à me rejoindre. Voilà. Messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de retenir déjà peut-être de ce qu'on a échangé ici sur scène? On s'est focalisé sur deux secteurs en particulier, Jean Rotner et Boris Ravignon. Mais moi, ça me fait très plaisir de voir Platinum 3D et Sirtes sur la même scène en train de défendre une politique commune. Je suis très heureux. Très heureux de cette union. C'est une surprise pour vous? Qui n'est pas une union de circonstances, qui est une union stratégique de développement aujourd'hui de cette implémentation 3D. Moi, je trouve ça passionnant. Et je crois que le défi, il est là. Le partenariat doit encore être renforcé avec tous les acteurs. Et ça a été dit fort justement là aussi. L'impression 3D, elle est encore trop méconnue. Elle est encore, il faut qu'on en fasse la promotion. C'est souvent une des solutions pour justement cette transformation des entreprises pour laquelle on milite. C'est la machine qui va bien au bon endroit, au bon moment, pour faire le bon geste industriel. Eh bien, c'est ça qui est passionnant. Et ils sont là pour. Et on a toutes les compétences, on a toutes les qualités chez nous, dans le Grand Est, même s'ils sont un peu éloignés les uns des autres. Eh bien, non, dans la vision, dans le partage d'idées, dans la capacité d'accompagner justement cette dynamique régionale, eh bien, ce sont en tout cas des intervenants extrêmement fiables pour nous. Bruno Ravignon. Oui. Boris, pardon. Non, tout simplement. Excusez-moi. Pour vraiment abonder dans le sens de ce que vient de dire notre président, je crois qu'on a une vraie chance là. On a à la fois
des ressources académiques, les centres de recherche, des plateformes technologiques, des gens qui aujourd'hui, et on a chance d'avoir à Charleville-Mézières une petite école d'ingénieurs, mais dédiée justement à ce sujet qui est la fabrication additive. Donc il y a les éléments de formation sont là, et puis surtout il y a une envie, je crois, des chefs d'entreprise du Grand Est. J'ai eu la chance, je représentais le président Rotner à l'inauguration d'une entreprise qui s'appelle 3D Metal et qui fabrique des noyaux en sable, justement par la fabrication additive, qui permettent de concevoir des pièces de fonderie d'une complexité qu'on n'avait jamais réussi à obtenir auparavant. Donc on le voit, et ça c'est une initiative de 6 industriels, 6 fondeurs de la région Aix-Champagne-Ardenne qui ont uni leurs forces et qui bien bénéficient de l'apport technologique de Platinum 3D. Donc on a vraiment tout l'écosystème est là, la recherche, l'innovation, les entreprises, et donc je crois que il y a un vrai savoir-faire. Encore faut-il le faire savoir, c'était l'une des remarques. Hein. Tout à fait. Il y a cette communication, eh bien justement, on y est. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on en parle et c'est une très bonne chose que cette technologie-là soit mise sur le devant de la scène. Mais je crois qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour que cette fabrication additive qu'on a longtemps présentée comme la solution d'avenir pour le secteur des matériaux, eh bien, tiennent ses promesses, tiennent ses engagements. Je veux juste rappeler que l'intérêt, si tout le monde ne l'a pas forcément... moi, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, pour ça que je me permets de le dire, mais entre additif et soustractif, il y a vachement moins d'énergie qui est utilisée. On utilise beaucoup moins d'énergie pour produire les pièces et on ne perd pas de matière. Il y a donc, dans un monde où et l'énergie et les ressources matérielles sont rares et extrêmement limitées et très chères, eh bien, on croit vraiment que la stratégie le développement de la fabrication additive va connaître une belle accélération. On peut faire de la petite série, ça on le conçoit bien, mais aujourd'hui on a, nous, des demandes d'implantation d'industriels qui viennent avec un parc complet dans leur vision des choses, d'imprimantes 3D sur l'impression carbone en l'occurrence. C'est une chaîne de production 3D qui est en train de naître. Donc là aussi, des spécialisations, de la formation, de l'accompagnement, une filière d'ailleurs particulière industrielle à développer dans ce cadre-là. Mais c'est assez génial. 30 imprimantes 3D de gros volume, je ne sais plus quel est le volume exact de chacune, mais quand on voit simplement le schéma d'implantation industrielle de cet entrepreneur, c'est passionnant, c'est super. Et puis un petit mot quand même pour IREPA Laser, parce que c'est une belle aventure. Et je vous encourage vraiment à aller les voir, à discuter avec eux. C'est en plus une SIC, hein, je ne me trompe pas, hein, c'est bien cela. Donc là aussi, une société coopérative. C'est un modèle économique différent. Et là, en plein parc technologique du côté d'Ilkirch, avec des choses, je ne comprends pas tout ce qu'ils font, mais ce qu'ils font est merveilleux. Et moi, ça m'émerveille. Je ne suis pas chef d'entreprise, je ne suis pas chercheur, mais là, dans ce cadre-là, ce qui m'a été présenté, la discussion qu'on a pu avoir chez vous récemment, montre que oui, vous êtes dans la move, quoi. Jean Rotner, à vous écouter, vous êtes plutôt optimiste quant à la transformation de notre tissu industriel. Vous voyez ça vraiment d'un bon oeil. On a tous les atouts pour réagir, finalement. Bien sûr, est-ce qu'on pourrait arrêter d'être éternellement pessimiste dans ce pays en disant que rien ne va, que c'est difficile, que c'est compliqué, que rien ne marche, qu'on ne trouve pas... Est-ce qu'on ne serait pas trop modeste aussi ? Qu'on ne trouve pas assez de monde, que l'énergie est trop chère, que... Oui, on ne trouve pas assez de monde. Oui, l'énergie est trop chère. Oui, la démographie va aller en s'abaissant. Oui, c'est compliqué. Oui, on a des territoires qui ressemblent à ce qu'on appelle la diagonale du vide. Eh bien faisons en sorte de changer les choses. Voilà. Mettons ces sujets sur la table, discutons, essayons de trouver des solutions. J'ai le maire de Charleville à côté de moi. Il y a 10 ans, il n'y avait pratiquement aucun étudiant. Aujourd'hui, on a une université qui s'est développée localement. On a Platinum 3D. Du côté de Saint-Dié, eh bien, on a une autre vision de cette fabrication additive qui s'est créée là aussi sur un pôle de recherche. C'est ça la proximité, c'est ça à un moment donné les réponses que l'on doit apporter au territoire. C'est pas la plainte, c'est pas dire ah oui vous êtes des pauvres, amenez-moi un projet. C'est comment est-ce que derrière on va construire ensemble. C'est ça le job. Et pas forcément dans son petit entourage de confort. Ça c'est parfois difficile.
c'est d'aller chercher un petit peu plus loin, dans notre région ou dans notre pays, les compétences, la capacité, le potentiel d'amplifier ce que nous faisons déjà pour le faire encore mieux.